Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, géométrie des engrenages cylindriques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler géométrie des engrenages cylindriques. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données, leur intégration progressive au sein des process. Découvrez les principales caractéristiques géométriques qui définissent une denture cylindrique. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par M. Bruno Maisonneuve, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Maisonneuve, je vous laisse la parole, c'est à vous. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de web découverte sur la géométrie des engrenages cylindriques. Donc, je vais commencer par me présenter et puis présenter un peu l'équipe du CETIM qui travaille sur ce genre sur ces thématiques-là. Donc, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur tout ce qui est études et expertise concernant les organes de transmission de puissance. Donc, nous travaillons essentiellement sur le cœur de notre métier sont les engrenages, les roulements, les cannelures, les accouplements, les axes tournants. Et dans nos capacités de travail, nous sommes capables de faire tout ce qui est conception de systèmes de transmission. Nous faisons aussi beaucoup d'expertise, soit de composants, soit de systèmes complets, que ce soit en laboratoire ou sur site. Et nous avons aussi une capacité d'accompagnement global qui peut aller jusqu'à tout ce qui est aspect contrôle qualité, MCO, sûreté de fonctionnement. Donc, on n'est pas uniquement focalisé sur les composants, on a aussi une capacité de regarder les systèmes de manière globale. Au CETIM, au sein du pôle transmission de puissance, nous avons aussi une capacité de réaliser des bancs d'essai qui peuvent permettre de valider une tenue en fatigue ou de valider une conception par des essais concrets. Nous faisons aussi de la formation et nous participons aussi aux réunions de normalisation. Donc, j'en ai terminé pour la présentation de l'équipe et de ce que nous savons faire. Et je vais attaquer avec la formation. Donc, on va aborder 6 thèmes aujourd'hui. On va commencer par des généralités sur les engrenages. Nous nous focaliserons ensuite sur tout ce qui est engrenage cylindrique. On va réduire la formation, enfin le point d'aujourd'hui aux engrenages cylindriques. Ensuite, nous regarderons ce que c'est qu'une géométrie de denture sur un engrenage, avec en point numéro 4 la forme du flanc des dents. On fera derrière, on va aborder les problématiques de microgéométrie de denture. Et après, on regardera comment faire engrainer 2 dentures l'une dans l'autre avec tout ce qui est géométrie d'engrainement. Bon, ça va rester quelque chose d'assez basique, hein, mais bon, les bases seront là pour ceux qui souhaitent éventuellement approfondir derrière. Donc, je commence par la généralité sur les engrenages. Donc, un engrenage, qu'est-ce que c'est? On a une définition normalisée suivant l'ISO 1122/1. Un engrenage, c'est un mécanisme élémentaire constitué de 2 roues dentées mobiles autour d'axes de position relative invariables et dont l'une entraîne l'autre par l'action des dents venant successivement en contact.
Et donc, des engrenages, il y en a partout. On en trouve dans les métiers du transport, dans les métiers de l'énergie, dans tout ce qui est grand public aussi, notamment tout ce qui est les mixeurs qu'on peut avoir à la maison. On en trouve partout. Et aussi dans le domaine de la santé. En ce moment, c'est un domaine important. Il y a aussi des engrenages, on travaille aussi là-dessus. La fonction principale d'un engrenage, c'est de transmettre une puissance d'un arbre menant à un arbre mené avec un rapport constant. Et donc, l'idée, le but principal est d'arriver à partir d'un moteur électrique, qui en général est électrique ou thermique, de transmettre un couple et une vitesse à une machine menée pour toutes les applications industrielles qu'on peut connaître. Donc, par définition, dans un engrenage, on a toujours un pignon et une roue. Et de manière normale, les normes font que le pignon est toujours la roue d'un engrenage qui est le plus petit nombre dedans. Et on associe toujours les éléments géométriques du pignon à l'indice 1. Dans tout ce qui est calcul, normalisation, vous trouverez toujours l'indice 1 pour le pignon. Et la roue est l'élément qui a le plus grand nombre dedans. Et là, donc, effectivement, on va l'affecter de l'indice 2. Le rapport de transmission d'un engrenage et le rapport en fait des dents, des dentures. On va toujours avoir effectivement un nombre de dents sur la roue qui est plus important que sur le pignon. Et donc, on va avoir un rapport d'engrainement qui va être supérieur à 1, comme indiqué sur cette équation. L'objectif étant à la fois d'augmenter le couple et de réduire la vitesse, en général, dans la plupart des cas. Il y a différents types d'engrenages, d'engrainement. On travaille la plupart du temps en réduction, mais on peut aussi travailler en multiplication. Donc, le cas le plus courant, on va être sur un engrenage réducteur où la roue menée va tourner moins vite que la roue menante. C'est-à-dire que le pignon va être entraîné par une machine menante et la roue va être menée par le pignon et va entraîner une machine menée. Dans des applications industrielles les plus classiques, c'est comme ça que ça se passe, puisqu'on a des moteurs qui vont tourner à 1000 ou 1500 tours minute. Et donc, les machines industrielles, par contre, elles vont tourner moins vite. Et donc, on va réduire la vitesse, bien évidemment, et on va aussi augmenter le couple au rendement près. Il existe aussi des applications où on va fonctionner en engrenage multiplicateur. C'est-à-dire que ça va être la roue qui va être menante et le pignon qui va être mené. Et dans ces cas-là, on va au contraire augmenter la vitesse et réduire le couple. Alors, c'est des applications essentiellement dans le domaine de l'énergie, par exemple dans les éoliennes. Les pales des éoliennes tournent à 20 tours minute. Et au contraire, là, on cherche à produire de l'électricité avec un moteur qui, lui, va tourner à 1000 ou 1500 tours minute. Et donc, dans ces cas-là, il faut être en multiplication. Bon, c'est des cas qui existent dans l'industrie, mais enfin, le cas le plus concret, c'est quand même, le plus fréquent, pardon, c'est un engrenage qui va être en réduction. Alors, il existe
différents types d'engrenages et on va les définir par 3 familles. Voilà, c'est pas forcément très exhaustif, mais on va avoir la famille des engrenages parallèles, où donc on va avoir deux axes parallèles, avec un pignon qui engraine avec une roue suivant des axes parallèles. C'est le cas le plus fréquent. On va avoir des engrenages concurrents, en général avec un axe de 90 degrés, mais pas toujours. Et donc la troisième famille, c'est les engrenages quelconques ou gauches, où on peut avoir là des angles qui ne sont pas forcément 90 degrés. Tout est possible. Le plus fréquent étant bien évidemment les engrenages parallèles. Derrière, dans l'industrie, on retrouve très fréquemment des engrenages concurrents. Et les engrenages gauches sont moins fréquents, mais ils existent aussi. Donc, il est important qu'on en parle aujourd'hui. La forme extérieure des roues dentées. Donc, il y a plusieurs types de roues dentées. Là, c'est pareil, c'est pas forcément exhaustif ce qu'on présente, mais enfin, on présente les cas les plus fréquents. Le cas le plus fréquent, c'est évidemment l'engrenage cylindrique avec une forme en développante de cercle, que vous voyez à gauche sur l'image. Il existe aussi des engrenages coniques qui permettent d'avoir un ratio d'axe de 90 degrés et donc de reporter la puissance sur un angle différent de l'angle parallèle. Ce qui vous est présenté ici, c'est un engrenage conique droit. Il existe aussi d'autres types d'engrenages coniques, notamment les spiroconiques, avec différentes normalisations, Gleason. Enfin, il y a différents fabricants qui ont des normes spécifiques à eux. Bon, là, en tout cas, on présente un engrenage conique droit. Et puis, toujours sur les engrenages avec un angle de 90 degrés, on a aussi tout ce qui est roue et vis, ce qui est présenté à droite, où on va avoir une roue qui est en général en bronze et qui engraine avec une vis sans fin. Ces formes d'engrenage ne sont pas exhaustives, hein, il y en a plein d'autres formes différentes. Bon, là, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de tout détailler et on va se concentrer, nous, sur les engrenages cylindriques. Alors, les engrenages cylindriques. On a 4 familles présentées ici. Donc, nous avons le plus fréquent, l'engrenage extérieur à axe parallèle. Donc, vous avez un pignon et une roue qui engrainent, par exemple, dans un réducteur ou dans tout autre type d'application industrielle. Il y a aussi on a aussi donc les engrainements pignon crémaillère pour tout ce qui est mouvement linéaire. Quand on veut transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, on peut utiliser l'engrainement pignon crémaillère. Nous avons aussi l'engrenage intérieur à axe parallèle qui permet, dans un encombrement réduit en termes d'anthrax, de transmettre un ratio de couple vitesse par rapport à ce qu'on souhaite passer dans l'application industrielle. Évidemment, c'est aussi utilisé dans tout ce qui est engrenage planétaire. On ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais dans les planétaires, c'est typiquement ça qui se passe. Et enfin, les engrenages gauches à axe non parallèle. Donc, les engrenages gauches, on est tout à fait capable de dimensionner un engrainement qui ne soit pas à axe parallèle et qui ne soit pas non plus à 90 degrés. Je passe au type de denture. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sera plutôt les dentures cylindriques extérieures droites, comme je vous présente à l'écran. Derrière, il faut savoir que la plupart des engrenages industriels sont en denture hélicoïdale, c'est-à-dire qu'on a mis un angle d'hélice sur la denture, ce qui permet de réduire le bruit, réduire les vibrations. Enfin, on y reviendra plus tard. Et enfin,
Il existe aussi des engrenages chevrons ou double hélice. Le chevron a quasiment disparu au jour d'aujourd'hui parce que d'un point de vue industriel, on n'est pas forcément capable de le fabriquer. Et donc, on a plutôt tendance à faire ce qu'on appelle une double hélice, donc avec une hélice de chaque côté et une séparation entre les deux hélices. Le chevron, historiquement, bon, bah, c'est la marque Citroën. Hein. Quand vous voyez les bagnoles Citroën, c'est un chevron. C'est eux qui ont inventé ça au début du XXe siècle. Sur les engrenages cylindriques, donc la base, une des bases, c'est d'être capable d'interpréter le sens de l'hélice. Donc ça, c'est très simple. Vous posez l'engrenage sur une table et puis vous regardez dans quel sens monte l'hélice de l'engrenage. Donc ça, c'est la base de la géométrie d'un engrenage cylindrique, hélicoïdal. Vous posez l'engrenage sur la table et du bas vers le haut, si l'hélice va vers la droite, ben, ce sera une hélice à droite. Et comme représenté sur les schémas ici, si l'hélice va vers la gauche, ce sera une hélice à gauche. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur sur ce que c'est que la géométrie d'une denture, d'un pignon ou d'une roue simple. Et puis à la fin de la présentation, on ira sur ce que c'est qu'une géométrie d'engrainement. À la base, une géométrie de denture va se définir par un module. Donc un module, c'est une grandeur qui permet de caractériser une denture. Et le module, la grandeur du module, le module, il définit la taille de la dent. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un module important, plus la denture va être épaisse en pied de dent, comme on voit sur la photo là. Le module permet de définir la taille de la dent, que ce soit en largeur de denture et aussi en hauteur de denture, même si par rapport à aux tailles de diamètre de pied et de tête, bien évidemment que le nombre de dents rentre en compte. Donc sur cette photo, vous voyez la différence entre un module de 1, un module de 3 et un module de 5. Donc ce qu'on peut constater, c'est que un module de 5, une denture de module 5, ça représente quasiment sur une seule dent 3 fois la taille d'une denture module 1. Autre photo qui peut expliquer un peu ce que c'est que le module. Pour un même diamètre, plus on aura un petit module, plus on aura un grand nombre de dents, et plus on aura un grand module, et moins on aura de nombre de dents, et par contre, plus les dentures seront épaisses et grosses. Donc ça, c'est important au niveau des engrenages parce que tout dépend de l'application qu'on souhaite faire à la fin. Mais évidemment, quand on va vite et qu'on ne cherche pas à avoir trop de bruit, on va privilégier plutôt un module peut-être plus petit avec plus de dents qui permettra d'avoir un bon rapport de conduite. Et quand par contre on cherche à transmettre du couple, des efforts importants, et ben là on va privilégier un module important et peut-être un nombre de dents un peu plus faible. Mais ça se fera forcément au détriment du rapport de conduite. Et donc, avec du bruit, des vibrations, c'est toujours un compromis qu'on cherche à faire sur le module. Et évidemment aussi que ça dépend aussi de l'encombrement qu'on a. C'est-à-dire qu'en fonction des diamètres, on cherche toujours à choisir le meilleur compromis entre la taille de la dent et le nombre de dents. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le module représente la taille de la dent, l'épaisseur de la dent et sa capacité à transmettre un couple
et des efforts élevés. Donc une géométrie de denture va se caractériser par une largeur de denture qui est toujours appelée B dans les règles de calcul, enfin dans les notes de calcul. On définit aussi systématiquement, ça c'est important, les différentes faces latérales des dentures. Surtout quand on va avoir un angle d'hélice, c'est important de bien définir ces faces latérales. Et la denture va se définir par un sommet de denture, un flanc de denture et un fond de denture, qui sont représentés là sur le schéma. On définit toujours la géométrie des dentures en développement de cercle par un diamètre primitif, qui est représenté ici à l'écran. Donc le diamètre primitif, c'est déjà à la base, c'est un diamètre moyen qui va nous servir de référence à tout un tas de paramètres géométriques et trigonométriques qui derrière permettent de calculer les engrenages. Et le diamètre primitif, c'est aussi le point où on va avoir en fait roulement sans glissement. C'est-à-dire que quand vous avez quand vous engrainez, vous avez toujours glissement en tête et en pied de denture. Et au niveau du primitif, vous allez rouler sans glisser. Donc c'est normalement la zone où il va y avoir le moins d'usure. Donc c'est à la fois une grandeur géométrique, mais c'est aussi une grandeur physique. C'est-à-dire que ce diamètre primitif il est très important pour être capable derrière de calculer l'usure des dentures, notamment. Alors le diamètre primitif, il est égal au nombre de dents fois le module, tout simplement. Après, ce qu'on définit dans une géométrie d'engrenage, on va définir un diamètre de tête, qui va être le diamètre où on vient couper la développante de cercle, on y reviendra plus tard, ou troncaturer la développante de cercle, et un diamètre de pied, qui va être le diamètre qui représente la base de la dent, de la denture. Alors, d'un point de vue normalisation, ce qu'on peut retenir, c'est que tout ce qui est diamètre de tête va toujours être adossé de l'indice A, comme représenté sur le schéma là, et tout ce qui est diamètre de pied va être adossé de l'indice F, diamètre de pied, foot en anglais. Et la hauteur de la dent, qui est une donnée aussi importante parce que ça va définir la manière dont elle peut résister à une sollicitation, qui est représentée ici. Donc la hauteur de la dent est dépendante du diamètre de tête et du diamètre de pied. Alors, en engrenage, donc le diamètre primitif est important parce que c'est lui aussi qui va justement permettre de définir cette forme de dent. Et on va toujours définir la hauteur de la dent par rapport à deux paramètres, qui va être la saillie et le creux. La saillie, en fait, ça va être la distance entre le diamètre primitif et le diamètre de tête. Et le creux, inversement, ça va être la différence entre le diamètre primitif et le diamètre de pied. Et donc ça, c'est des valeurs qui sont normalisées et qui sont très importantes à la fois pour la qualité de l'engrainement, d'un point de vue géométrique, en termes de bruit, de vibration, mais aussi de la tenue de l'engrainement. En fonction des contraintes industrielles qu'on peut avoir, par exemple en levage, on va privilégier des dents très larges pour qu'elles ne cassent pas en rupture s'il y a une surcharge. Par contre, dès qu'on va être dans des domaines industriels un peu plus où la contrainte de bruit, de vibration est importante, par exemple une boîte de vitesse de voiture, et ben là on va plutôt privilégier
un fort nombre de dents avec un bon rapport de conduite. Donc la saillie et le creux sont des données importantes qui permettent de bien définir la géométrie d'un engrenage. Donc là, on vous a mis les deux formules. Hein. Bon, la saillie, c'est le diamètre primitif plus 2 fois la valeur de la saillie, et le diamètre de creux dedans, le diamètre de pied, c'est le diamètre primitif moins 2 fois la hauteur du creux. Après, de manière normalisée, en fait, il y a plusieurs normes qui existent. Enfin, l'ISO 53 définit de manière normalisée ce que doit être un engrenage en développement de cercle. Et donc, il y a plusieurs grandeurs qui sont importantes qu'on va vous présenter ici. Donc là, vous voyez en fait à l'écran une crémaillère qui historiquement pouvait d'ailleurs permettre de tailler un engrenage. Donc la géométrie la plus fréquente qu'on rencontre dans l'industrie, c'est un angle de pression alpha P de 20 degrés. Donc, l'angle de pression, on y reviendra plus tard, là, je ne le vois pas forcément ici, là. Voilà. On va avoir une inclinaison de 20 degrés de la dent. On va toujours avoir une saillie de 1 module, ici. Pas toujours. C'est le cas le plus fréquent. Après, chacun fait ce qu'il veut et on trouve de tout dans l'industrie. Le cas le plus fréquent, c'est le profil A suivant l'ISO 53, c'est celui qui est présenté là, avec une saillie de 1 module et un creux de 1,25 module, ici. Et enfin, on retrouve ici la valeur du CP qui est de 0,25 module, et on a aussi un angle, enfin un rayon, pardon, un rayon de fond de denture qui est de 0,38 fois le module. Donc ça, c'est vraiment le profil le plus standard qu'on va retrouver dans la grande majorité des engrenages industriels. Maintenant, chacun fait comme il veut. On peut tout à fait changer toutes ces valeurs-là. Il y a des normes qui définissent, l'ISO 53 définit 4 types de dentures, A, B, C, D, E, 5, pardon. Et après, on peut tout à fait changer la hauteur de saillie, la hauteur de creux. Les calculs permettent d'anticiper tout ça. Donc, si je reviens sur sur la géométrie des engrenages, donc le diamètre de tête va être un module, une fois le module au-dessus du diamètre primitif. Le diamètre de creux va être 1,25 fois le module en dessous du diamètre primitif, toujours pour un profil A suivant l'ISO 52, ce qui est le plus fréquent. Et on va avoir une hauteur de dent qui est à 2,25 fois le module. Et donc, si on trace ça en formule, le diamètre de tête va être le diamètre primitif plus 2 fois le module, et le diamètre de pied va être le diamètre primitif moins 2,5 fois le module. Et si on veut ajouter le nombre de dents par rapport au module, vous trouvez les formules sur ce slide. Maintenant, on va se focaliser un peu sur la forme du... Monsieur, on va lancer le sondage, pardon. Ouais, ok, ouais. Je vous invite tous à répondre à cette petite question de Monsieur Maisonneuve.
Vous avez encore 15 secondes pour répondre à cette petite question. Nous pouvons reprendre. Tout le monde a répondu? Nous avons assez de réponses pour pouvoir continuer le webinaire. Ok, bah, je continue alors. Donc maintenant, on va se focaliser un peu sur la forme du flanc des dentures. Alors, la forme la plus classique et la plus courante des dents, c'est une développante de cercle qui est étroitement liée à une fonction qu'on appelle un volute. Donc, on va vous expliquer ça avec des moyens graphiques et très simples. Donc, en fait, une involute, ça se trace avec une droite qui roule sans glisser sur un cercle. Il y aura une petite vidéo après qui va vous expliquer exactement ce que c'est. Mais avant d'avoir vu la vidéo, en fait, vous prenez une règle, vous la faites rouler sur le cercle, et le point qui est à l'extrémité de la règle va vous définir votre involute. Sachant que le diamètre du cercle, c'est ce qu'on appellera plus tard le diamètre de base. Et très important pour les engrenages. Donc là, j'ai une petite vidéo qui permet de montrer comment ça se fait. J'espère que tout le monde la voit. Donc vous faites rouler sans glisser la règle sur un cylindre, sur un cercle. Et c'est ça qui va vous donner la forme du flanc de la denture. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour être capable à la fois de fabriquer et de calculer aussi d'ailleurs les dentures, parce que c'est des formes géométriques qu'on est capable de maîtriser d'un point de vue trigonométrique. Et donc derrière, on peut être prédictif avec ce type de forme de denture. Maintenant, dans l'absolu, on pourrait imaginer n'importe quelle forme de denture, hein. De temps en temps, on sort de l'involute et on sort de la développante de cercle pour certaines applications. Ça reste extrêmement rare. Donc toujours pour continuer, pour que tout le monde comprenne bien, l'involute peut se tracer avec une ficelle qui se déroule à partir d'un cercle. Donc vous prenez un cercle, vous prenez une ficelle, vous fixez la ficelle et vous la faites tourner comme c'est représenté à l'image, et ça va vous donner une involute ou une développante de cercle. Alors, autre grandeur géométrique importante, c'est que la longueur de la droite que vous voyez sur la règle, là, les 5 mm, c'est exactement la longueur de l'arc sur le cercle de base. Et donc ça, c'est des choses qui nous servent à nous pour être capable justement d'être prédictif sur un engrainement et de calculer à la fois ces caractéristiques géométriques d'engrainement. Est-ce que ça va faire du bruit? Est-ce que ça va vibrer? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Et aussi derrière de calculer ses capacités de charge. Donc ça, c'est un peu la même chose. Quand vous allez plus loin, effectivement, vous retrouvez que la longueur de la droite sur votre règle augmente, et elle augmente évidemment de la même manière que la longueur de l'arc. Donc là, j'arrêterai juste après ce slide-là sur la géométrie de l'engrainement. Mais un point important et qu'il est capital de bien maîtriser quand on veut faire du calcul d'engrenage, c'est la fonction involute, qui est assez bien décrite sur ce slide.
vous avez en fait l'involute de alpha qui est égale à la valeur de la tangente de l'angle alpha, l'alpha étant l'angle de pression, hein, moins la valeur de l'angle alpha. Et c'est une fonction qui est capitale pour calculer un engrainement. On va l'utiliser tout le temps. Donc ce slide, c'est un peu la base de la manière de calculer un engrenage. Et retenez aussi que le rayon, le cercle de base, le base circle, c'est vraiment la base qui permet de définir une développante. On y reviendra. Et donc, on y vient tout de suite d'ailleurs. Donc, le lien entre le diamètre primitif et le diamètre de base. Donc, le diamètre primitif, pour rappel, c'est le diamètre où on va rouler sans glisser dans l'engrainement. Et le diamètre de base, c'est le diamètre qui aura permis de définir l'involute. Donc, on aura toujours cette relation-là géométrique que le diamètre de base est égal au diamètre primitif fois la tangente de l'angle de pression, les fameux 20 degrés qu'on retrouve sur les crémaillères normalisées. Je ne vais pas aller plus loin que ça dans la définition des géométries d'engrenage. On pourrait aller beaucoup plus loin. L'essentiel que vous reteniez, c'est que vous avez différentes caractéristiques qui permettent de définir un engrenage, le nombre de dents, le module, l'angle de pression, et puis que vous avez différentes tailles de dents qui peuvent exister, même si voilà, le profil A est le plus courant, il existe d'autres profils. Vous pouvez avoir des dents plus ou moins hautes, plus ou moins larges, suivant les besoins industriels que vous avez, on s'adapte. Mais que tout ça a besoin d'être défini. C'est important. Donc, je vais passer au chapitre suivant qui concerne la microgéométrie des dentures. Donc là, on passe à une étape supérieure, c'est-à-dire que là, on va sortir de la géométrie classique définie juste par un nombre de dents, un module, une développante, pour aller un peu plus en avant dans ce qui peut se faire de manière industrielle. Donc, il y a quelque chose qui est important de bien comprendre, c'est qu'une denture, c'est un peu comme une poutre encastrée d'un point de vue mécanique. Et cette poutre encastrée d'un point de vue mécanique, elle va fléchir sous la charge. Et donc, on a nos dents, en fait, le profil idéal tel qu'on l'a vu avant, il n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les dents, elles vont fléchir. Et donc, comme elles fléchissent, on va, comme représenté sur ce petit schéma-là, avoir un choc à l'entrée de l'engrainement. C'est-à-dire que la dent, comme elle est fléchie, elle va taper un peu plus tôt sur la dent d'avant. Et donc ça provoque des phénomènes de choc déjà. Ça provoque de l'usure. C'est de l'usure qu'on peut voir physiquement sur les dentures d'engrenage. On arrive bien à voir quand il y a interférence d'engrainement. On voit un petit creux en pied de dent, comme un sillon. C'est des choses qu'on arrive à bien détecter. Et après, si on veut être prédictif, pour les applications qu'il nécessite, évidemment, on va avoir besoin de calculer cette flexion de denture et on va compenser cette flexion par des corrections qui vont permettre justement de diminuer les effets de cette flexion de denture. Donc, il existe différentes corrections de denture. Donc là, je vais présenter un peu les corrections, tout ce qui est profil. Donc, si je reviens au slide d'avant, on voit bien que là, au point A, je vais mettre mon pointeur dessus, ici, on a interférence, c'est-à-dire qu'on a la dent de la roue qui veut rentrer dans la dent du pignon.
Et donc, un moyen d'éviter ce choc, de réduire le bruit et de réduire les vibrations, de réduire les phénomènes défavorables qu'on cherche à éviter, c'est par exemple d'enlever de la matière. Donc, une des corrections les plus fréquentes, c'est une dépouille de tête et une dépouille de pied, qui est représentée sur ce schéma-là. Vous allez enlever de la matière en tête et en pied de denture. Alors, les valeurs nécessitent d'être calculées et elles sont systématiquement représentées par une profondeur de dépouille et une longueur de dépouille, LCA, LC alpha et LCA, et CC alpha. Ça, c'est des valeurs normalisées. Le schéma à droite, c'est une valeur normalisée et c'est important de bien garder ce formalisme-là pour que tout le monde se comprenne. Parce que quand on commence à parler correction de denture, parfois, entre les donneurs d'ordre et ceux qui vont faire la correction, il peut y avoir un peu de perte au feu. Et donc, la manière de représenter la correction ici, elle est importante. En tout cas, une des corrections les plus fréquentes qui est utilisée dans l'industrie, c'est la dépouille de tête, la dépouille de pied. La plupart des engrenages industriels maintenant sont sémentés, trempés, rectifiés. Et donc, dans les opérations de rectification, les industriels, par défaut, mettent une dépouille de tête, une dépouille de pied. Parce que ça ne coûte pas plus cher. Et donc, ils mettent des valeurs. En correction de profil, il existe aussi un bombé. Donc là, c'est ce qui est représenté sur ce slide-là. Alors là, plutôt que d'enlever que de la matière en haut et en bas, on va plutôt faire une forme de bombé sur le profil avec une valeur maximale de bombé de C alpha ici, qui permet aussi voilà, d'améliorer les conditions d'engrainement. On peut aussi, si nécessaire, faire des corrections d'angle de pression, c'est-à-dire qu'on va venir aller corriger l'angle de pression d'une valeur. Alors, toutes ces corrections microgéométriques, hein, attention, hein, j'aurais peut-être dû commencer par là, on parle de microns. C'est-à-dire qu'on va faire une correction entre quelques unités, voire quelques dizaines de microns. Donc, on est sur des corrections très, très précises, qui sortent largement du tolérancement normal de définition d'une denture. Donc, on peut corriger aussi l'angle de pression si on estime que le besoin s'en fait sentir par rapport au risque d'interférence. Autre point, là on était sur les corrections de profil. Autre point très important sur une denture, c'est-à-dire que d'habitude, on va toujours avoir une denture qui va être montée sur un arbre entre des paliers. C'est là où est mon pointeur. Et donc, on va avoir à la fois des phénomènes de flexion, puisque quand on engraine un pignon et une couronne, on a évidemment un effort radial qui va générer de la flexion. Et vu que l'objectif principal d'un engrenage, c'est de transmettre du couple, on va aussi avoir de la torsion. Donc ce schéma-là permet de comprendre un peu la combinaison des deux phénomènes. Donc on va avoir un phénomène de flexion en forme d'ellipsoïde, comme représenté ici, et un phénomène de torsion sur l'arbre qui se représente comme ça. Et quand on combine les deux, on se retrouve avec des déformations de ce type-là, au niveau des dentures, au niveau de l'arbre et donc des dentures. Et donc l'idée, quand on veut chercher à optimiser un engrenage, c'est de bien anticiper ces déformations-là, et pour pouvoir derrière proposer des corrections qu'on appelle longitudinales, c'est-à-dire sur la largeur de l'hélice. Et donc on cherche à anticiper les valeurs des déformations pour derrière proposer des corrections qui permettent justement d'éviter les problèmes d'effet de bord
les problématiques de surpression, en tout cas, qu'il pourrait y avoir si on n'a pas bien anticipé ce genre de phénomène. Ce n'est pas des choses forcément qu'on fait basiquement quand on calcule un engrenage, mais dès qu'on commence à vouloir optimiser, il faut absolument passer par là. Donc les défauts de portée longitudinale, elles sont liées aux déformations en flexion et en torsion des arbres. Elles sont liées aussi évidemment aux rigidités des roulements et des carters, parce que au niveau des roulements, c'est pareil, hein, de ce qui permet de tenir l'arbre en rotation, vous avez du jeu, vous avez des possibilités de déflexion. Donc ça, il faut l'anticiper. Et puis le carter aussi peut se déformer. Alors, sur la plupart des applications industrielles, on va avoir des carters très massifs qui ne vont pas beaucoup bouger. Mais dès qu'on commence à être sur des applications un peu plus pointues, aéronautique, automobile, là, bien évidemment on prend en compte la déformation du carter pour faire ces déformations de correction d'hélice. Donc, on a vraiment besoin de maîtriser la distribution théorique de la charge le long des flancs de dents en contact. Et l'idée, avec ces micro-géométries de denture, c'est de compenser cette résultante par des corrections. Donc, quelques exemples de corrections qui existent. Alors, les dépouilles d'extrémité. Donc, on va venir enlever de la matière sur la face de référence et sur la face opposée référence pour éviter les surpressions, enfin les pressions de contact excessives lors de l'engrainement dans ces zones-là, parce que c'est souvent là qu'on a des problèmes. Hein. Les portées en coin, nous, on fait beaucoup d'analyses de défaillance, ça arrive assez régulièrement qu'on se rende compte qu'en fait, l'engrenage, il porte, par exemple, que sur cette zone-là, et que c'est là où on va développer de la fatigue de contact, de l'écaillage, et puis à terme, une destruction de la denture. Donc, pour essayer d'anticiper tout ça, on va venir enlever un peu de matière ici. Donc, toujours pareil, hein, c'est normalisé. Il est important de bien préciser à la fois la longueur de la dépouille et la profondeur de la dépouille. Et ça peut se calculer. Ça se calcule très bien. Ce qui est fait aussi par défaut, alors tout à l'heure, j'ai parlé des engrenages sémentés, trempés, rectifiés. Sur la plupart des engrenages, enfin sur presque tous les engrenages sémentés, trempés, rectifiés, par défaut, les industriels vont vous faire une dépouille de tête, une dépouille de pied, comme j'ai présenté avant, et ils vont aussi faire un bombé au niveau de l'hélice. C'est-à-dire qu'en fait, on va enlever un peu de matière à droite, enfin sur la face de référence, sur la face opposée référence, et on va avoir une formule, on va avoir une forme en forme de bombée qui en plus va permettre de rotuler plus ou moins en fonction de la déformation des arbres. Et donc ça, c'est des choses qui se font de manière quasi industrielle sur les engrenages sémentés, trempés, rectifiés. Autre type de correction, on peut corriger l'angle d'hélice. Alors quand on en arrive là, c'est qu'on a quand même des déformations importantes, mais c'est possible. Pour des applications un peu extrêmes, on peut envisager de corriger l'angle d'hélice. Et une fois de plus, toutes ces micro-géométries, toutes ces micro-corrections, là, on parle de microns. Sur la forme normale d'une dent, on va plutôt parler centième de micron, enfin centième de millimètre, pardon. Et là, on parle micron. Donc, je vais aborder le chapitre sur la géométrie d'un engrainement. Maintenant, on a vu comment définir une développante de cercle, comment ça se calcule, alors de manière évidemment très basique, parce que aujourd'hui, on ne va pas aller au bout. On n'aurait pas le temps de tout définir. Mais donc, on a une denture avec une développante de cercle, éventuellement des corrections. Et maintenant, on va regarder comment ces dentures peuvent engrainer entre elles. Donc, il y a quelque chose important qui permet de définir la manière dont on a
dont on engraine, c'est la ligne d'action. La ligne d'action, en fait, alors sur cette vue, vous avez en bas le pignon, en haut la roue. Donc on voit les dents de la roue sont tracées en bleu, les dents de pignon en marron. Enfin, moi, en tout cas, je le vois marron de mon côté. La ligne d'action, ça va être la droite tangente au cercle de base des deux dentures. Donc le cercle de base, je vous rappelle, c'est le cercle à partir duquel on a construit la développante, avec la petite règle et tout. Et donc, c'est toujours une grandeur géométrique très importante. Donc, quand vous regardez l'engrainement, vous décidez une droite tangente aux deux cercles de base, et ça vous donne ce qu'on appelle la ligne d'action. La ligne d'action, je vais l'expliquer un peu plus en profondeur plus tard. Ça va être la ligne sur laquelle on va avoir contact entre les dents du pignon et les dents de la couronne. Donc là, c'est la ligne qui est en rouge ici, en rouge gras. Et aussi, important, on va retrouver notre angle de pression ici. La ligne d'action va toujours être inclinée de l'angle de pression qui va être en général de 20 degrés. Et donc, le principe de cette ligne d'action, quand on vient engrainer un pignon et une roue, on va retrouver sur cette ligne d'action tous les points de contact entre les dentures. Donc ça, c'est pareil, c'est un domaine très important pour comprendre la géométrie d'un engrainement. C'est-à-dire que on va définir à la base le point de contact, le point primitif C, qui va être, lui, l'intersection entre les deux diamètres primitifs, D1 et D2. Donc ça, c'est le point qu'on appelle le point de contact unique. Et donc, on va travailler sur cette ligne d'action pour définir tout ce qui est toutes les caractéristiques de l'engrainement. Donc déjà, on va passer par ce point C, qui est donc l'intersection des deux diamètres primitifs. Et après, si j'essaie de présenter ça un peu de manière plus didactique, au niveau, il n'y aura aucun contact possible au-dessus du diamètre de tête des deux dentures. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le diamètre DA1, ici, et le diamètre DA2, ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais de contact entre les dentures au-delà de ces diamètres-là. Et donc, on aura contact sur la ligne rouge ici. Si on fait, comme on sait qu'on n'a pas de contact entre les zones extérieures des diamètres de tête et des diamètres de pied, on sait que le contact va forcément avoir lieu entre ce point A et ce point E. Et donc ça, c'est des points importants quand on travaille sur un engrainement. Donc on va forcément avoir contact entre ces deux points-là. Donc si on essaye d'illustrer un peu ça, et qu'on imagine que le pignon tourne dans le sens horaire et que la roue tourne dans le sens anti-horaire, on va avoir un point de contact qui va se déplacer sur les profils sur cette ligne d'action. Donc on va essayer d'illustrer ça sur ces slides. Donc là, on est justement ici. Alors là, on engraine au niveau du primitif, on a juste un peu déplacé l'engrainement. Et ici, maintenant, on va avoir la dent de la roue
qui commence à rentrer en contact avec la dent du pignon. Donc là, quand le petit point noir s'affiche, c'est qu'il y a contact. Et ça, c'est un point important parce que on va passer d'une paire de dents à 2 paires de dents en contact. Juste avant, ici, on n'avait qu'une seule paire de dents en contact. Donc, on n'avait qu'une seule paire de dents qui transmettait le couple et tous les efforts. Et à partir du moment où on passe ce point-là, on commence à avoir 2 paires de dents en contact. Et donc, évidemment, les efforts vont se diviser par le nombre de dents en contact. Donc, le point D se nomme le point de contact unique haut, et c'est le moment où on passe d'une paire de dents à 2 paires de dents en contact. Cette représentation, elle est très simplifiée parce que on suppose que, enfin là, on vous présente, on est dans le plan apparent, et donc c'est valable pour des dentures droites. Il faut bien comprendre que si on est sur des dentures hélicoïdales avec un endélice, ce plan-là, vous devez le décaler sur la largeur de la denture. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de l'hélicoïdale, parce que justement, en faisant une denture hélicoïdale, on arrive à avoir plus de dents en contact. Donc, en tout cas, le point D, où on commence à avoir 2 dents en contact, ça s'appelle le point de contact unique haut. Et si je continue de vous présenter l'engrainement, on met ça. Donc là, on a toujours 2 dents en contact. On voit ici que ce point de contact est en train de monter en haut de la dent. Et là, on va arriver au point où, justement, on va revenir à la situation initiale, c'est-à-dire que on va repasser de 2 paires de dents à une paire de dents en contact. Et donc ça, ce point-là s'appelle le point de contact unique bas, le point B. Et on revient à la situation initiale où on n'aura qu'une seule paire de dents en contact. Donc cette ligne d'action, donc définie par le point de contact unique A et unique O et le point de contact unique, ainsi que par le début et la fin de l'engrainement, elle est dans la manière dont on calcule les engrenages. On sait pas, voilà, on a appelé ça A, B, C, D, E, et c'est des choses qui reviennent très fréquemment dans notre manière de calculer les engrainements. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tant qu'on a une seule paire de dents en contact, on a les efforts qui s'appliquent sur une seule denture. Et donc, on va avoir un effort, bon là sur le schéma c'est à peu près 2 fois, mais pour une denture hélicoïdale, je vous l'ai déjà dit, ça se passe autrement. Mais on va avoir un fort gradient d'effort entre le moment où on a une seule paire de dents en contact et le moment où on a 2 paires de dents en contact. Alors ce schéma-là, il est assez théorique parce que dans la réalité, comme on l'a vu, les dents fléchissent. Donc on n'a pas forcément ici une droite parallèle comme ça. Dans la réalité, en fait, on va plutôt avoir quelque chose qui va tendance à remonter vers l'effort sur une seule dent. Mais ça, c'est quelque chose de capital sur la géométrie d'un engrainement. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, notamment pour tout ce qui est bruit, vibration, et puis aussi même tenue en fatigue, hein, parce que plus on a des gradients importants d'effort entre le moment où on a une seule dent en contact et le moment où on a 2 dents en contact, moins l'engrenage va bien tenir. Donc à la base, c'est aussi là-dessus justement que les corrections servent. C'est-à-dire que les corrections vont servir à atténuer le gradient qu'on a ici entre l'effort quand on n'a que 2 dents et l'effort quand on n'a qu'une dent, pour avoir quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus
avec un différentiel de pression moins important. Bah écoutez, oui, j'ai été peut-être plus vite que je l'avais prévu. Donc j'ai terminé sur ma présentation. Ici, vous voyez en dynamique comment se représente la géométrie l'engrainement d'une roue et d'un pignon avec les points. Là, on passe à deux dents. On repasse à une dent. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, Monsieur Maisonneuve, pour cette excellente présentation. Avant de passer aux questions-réponses, je vous invite à répondre à nouveau à ces petites questions. Je vous invite également à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous de votre participation. On va passer au temps de questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis le panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Maisonneuve. Est-ce que l'on sait calculer la durée de vie d'une denture à partir de sa géométrie? Oui, oui. Alors, évidemment, il faut connaître le chargement qu'on va appliquer sur la denture. Mais oui, on a des méthodes de calcul qui nous permettent d'estimer la durée de vie et surtout la capacité de charge d'un engrainement sur deux critères essentiels qui sont le critère pression de contact, à savoir le risque de voir apparaître des phénomènes de fatigue de contact sur les flancs des dentures, donc type pitting, écaillage. Donc ça, il y a des normes qui permettent d'anticiper ces phénomènes-là. Et puis aussi, évidemment, le phénomène de rupture de dents, rupture en pied de dent, où là, on a ces deux critères principaux, fatigue de contact et rupture en pied de dent, avec des durées de vie associées. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Y a-t-il des normes ou règles de bonne pratique qui définissent les tolérances sur la géométrie? Oui, oui. Alors, chaque industrie peut avoir ses propres règles. Dans l'industrie automobile, ils ont leurs propres règles de tolérancement. Maintenant, j'en ai parlé dans la présentation, il y a l'ISO 53, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux manières de tolérancer un engrenage. Il y a tout ce qui va relever de la qualité suivant l'ISO 1328. Donc, c'est une norme qui existe qui permet de quantifier quatre critères de tolérancement. Un critère sur le profil, un critère sur l'hélice, un critère sur le floron et un critère sur la division. Et donc, quand vous définissez un engrenage, vous lui donnez une classe de qualité. Alors, un engrenage sémenté, trempé, rectifié va être en classe 6
suivant l'ISO 1328. Et puis après, si vous partez sur des engrenages traités à cœur, vous pouvez monter à 8, 10. La note, elle est entre 1 et 12, 1 étant le meilleur et 12 le plus mauvais. Donc, cette norme ISO 1328 permet donc de donner 4 critères: profil, hélice, division, foron. Après, en plus de tout ça, vous avez… je vais revenir sur l'ISO 1328 parce que pour contrôler l'ISO 1328, ça nécessite de passer sur une machine tridimensionnelle. C'est-à-dire que vous allez contrôler profil, hélice, division, foron, mais là, ça nécessite en général de passer sur une machine tridimensionnelle pour être capable de vérifier ou pas que vous êtes dans la tolérance demandée. Après, on a une deuxième manière de tolérancer les dentures qui vient en complément de la première, hein, qui est sur la tolérance d'épaisseur des dentures. Donc là, on est capable de donner en fonction de la qualité qu'on souhaite, on peut donner ce qu'on appelle des codes de tolérancement de denture qui vont en fait consister à vérifier l'épaisseur des dentures. Alors les manières les plus courantes de faire, on va appeler ça une cote sur cadran, c'est-à-dire qu'on va aller venir contrôler par exemple l'écart entre 3 ou 4 dents avec un palmaire ou avec des moyens un peu plus classiques et un peu plus abordables qu'une machine tridimensionnelle. Et c'est quand même ça qui est fait de manière la plus courante. On va aller contrôler une cote sur cadran ou une cote sur pige ou une cote sur bille qui va permettre de contrôler l'épaisseur des dentures. Voilà. Merci, Monsieur Maisonneuve, pour cette réponse. Question suivante. Qu'est-ce qu'un dépôt de denture? Alors, les déports, j'en ai pas parlé parce que c'était un peu… je pensais que j'aurais pas le temps. Finalement, j'aurais peut-être pu rajouter 10 minutes là-dessus. Mais bon, le déport de denture, en fait, si je reviens sur ma présentation, où là, je viens vous montrer la manière dont un engrenage engraine. Quand on vient faire un déport de denture, en fait, on va venir jouer sur la taille de la dent et on va venir soit raccourcir la dent, soit allonger la dent. Alors, l'objectif de ça, c'est à la base d'améliorer la manière dont une denture va engrainer d'un point de vue géométrique. Ça peut aussi améliorer évidemment sa tenue en fatigue. Et la plupart des dents d'ailleurs sont toutes déportées. Parce que on a aussi, j'en ai un peu parlé, mais bon, on a des glissements en tête et en pied de denture, et en déportant les dentures, on peut essayer d'améliorer, enfin, ou en tout cas d'optimiser ces glissements. Donc un déport de denture, oui, c'est très fréquent, même si j'en ai pas parlé là, mais on va venir jouer sur la taille des dents pour essayer de l'optimiser. Merci, monsieur. Question suivante. Est-il possible de calculer le nombre de dents en contact? Oui. Oui, les logiciels de calcul d'engrenage permettent de calculer le nombre de dents en contact. En fait, vous avez une grandeur physique, une grandeur qu'on retrouve dans tous les calculs d'engrainement qui s'appelle le rapport de conduite ou le rapport de recouvrement. Et donc, le rapport de recouvrement vous donne exactement en fait le nombre moyen de dents en contact. Sur un… Bon, tout dépend de l'application, hein. Alors, évidemment, le minimum, c'est 1, puisque si vous descendez en dessous de 1, ça veut dire qu'à un moment, vous n'avez plus du tout de dents en contact, et donc, évidemment, ça va générer des chocs, ça ne va pas bien se passer. Un bon rapport de conduite, c'est 1,4, ça veut dire que vous êtes toujours en moyenne 1,4 dents en contact. Et sur un engrenage hélicoïdal, vous montez
Vous montez à 1,8, 2, voire même au-delà. Hein. Plus on a de nombre de dents en contact, mieux on va se porter. Et donc, le rapport de conduite, le rapport de recouvrement, c'est une grandeur qui traduit justement ce nombre de dents en contact. Très bien. Qu'est-ce que le pitching? Alors, le pitting, c'est un phénomène de fatigue de contact. C'est la première manifestation en général de fatigue de contact sur les engrenages. Et donc, quand l'engrenage arrive en fin de vie, vous allez avoir des pitting, c'est un terme anglais, on pourrait dire piqûre en français, ce serait peut-être plus parlant d'ailleurs, mais bon, on a l'habitude d'utiliser le terme anglais. On a des petites piqûres sur les flancs des dents, des petits points, et qui sont en fait des amorces de fissuration. Le terme est peut-être trop fort, mais c'est le début de la fatigue de contact. Et ça se voit à l'œil. C'est dans la vie normale d'une dent. Dans la vie normale d'une dent, comme pour nous, hein, il y a une naissance, une vie et une mort. Et, et le pitting, c'est le début de la fatigue de contact. C'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Une denture avec du pitting peut continuer à fonctionner. Tout dépend de l'application. Hein. Évidemment, dans des applications très sensibles, dès qu'il y a du pitting, il change tout. Et puis, il y a d'autres applications où on vit très bien avec du pitting. Hein. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Quels sont les paramètres qui définissent la précision de la transmission dans le cas d'un contrôle en position? Alors là, j'ai du mal à répéter la question, s'il vous plaît. Quels sont les paramètres qui définissent la précision de la transmission dans le cas d'un contrôle en position? J'ai un peu de mal à définir ce que veut dire contrôle en position. Euh, On va alors, les passer paramètres qui... à une autre question si vous souhaitez. Non, je vais essayer de répondre quand même. Ce qui est important sur les contrôles en position, alors je vais peut-être mal interpréter votre question, hein, je suis désolé si c'est le cas. Ce qui est important pour un engrainement, il y a plusieurs... J'ai déjà parlé des contrôles normalisés, que ce soit en termes de qualité ISO 1328, donc profil, hélice, division, foron, plus épaisseur de denture. Après, quand on veut contrôler un engrainement, il est très important de pouvoir contrôler l'anthrax, c'est-à-dire que vos deux dentures soient bien mis au bon anthrax, parce que là, vous voyez à l'écran, en termes de contrôle en position d'un anthrax, d'un engrenage, vous allez avoir la valeur de vide à fond de dent, que je représente ici, et vous allez aussi avoir ici une valeur de jeu qu'on appelle jeu de battement couramment. Et donc, si on veut contrôler un engrenage en position, il faut contrôler à la fois ce vide à fond de dent et ce jeu de battement. Alors, il y a différentes manières de contrôle. Et l'objectif étant de vérifier qu'on respecte bien l'anthrax. Il n'y a pas que l'anthrax, puisqu'il y a aussi évidemment les problèmes de parallélisme entre le pignon et la roue. Et donc, ces valeurs de vide à fond de dent et de jeu, vous allez les contrôler sur la face de référence et sur la face opposée référence. Et ça vous permettra de vérifier que votre engrainement est correctement monté et qu'il engraine bien. Je ne suis pas sûr que c'est ça la question, mais enfin bon, c'est ma réponse. Merci pour cette réponse tout de même. Question suivante. Quelle est l'importance de la rugosité dans un engrainement? Alors la rugosité, euh, la rugosité intervient d'abord sur la tenue en fatigue par rapport au risque de fatigue de contact, bien évidemment. Meilleur vous aurez une rugosité, meilleur vous tiendrez en fatigue de contact. On en tient compte dans les calculs.
on peut rentrer une rugosité dans l'ISO 6336, même si c'est un peu d'ordre 2. Après, la rugosité, moi, je peux même aller un peu plus loin que ça. Je pense que la rugosité joue aussi un rôle sur tout ce qui est tenu en lubrification. Et que donc, il y a toujours une combinaison rugosité par rapport à votre mode de lubrification, à l'huile, à la graisse, qui permet d'optimiser la manière dont votre engrenage va pouvoir tenir dans le temps. Mais la rugosité, oui, est importante. Bon, maintenant, comme je l'ai dit dans ma présentation, la plupart des engrenages industriels aujourd'hui sont rectifiés et donc ils ont une très bonne rugosité. Ils sont en ARA, on est dans des RA en dessous de 0,6. Très bien, merci monsieur. Question suivante. Les règles de calcul s'appliquent-elles dans le cadre d'un engrainement de câble, dit push-pull, une spire enroulée sur une âme métallique? Ah, bah Est-ce non, que je vous pense souhaitez pas. que je répète la question? Ouais, ouais, je veux bien, oui. Les règles de calcul s'appliquent-elles dans le cadre d'un engrainement de câble, dit push-pull, une spire enroulée sur une lame métallique? Bon, les règles d'engrainement, c'est des règles physiques de base, donc oui, elles s'appliquent à tout. Maintenant, les règles d'engrainement sont quand même toutes basées sur sur le fait que voilà, ça fait quand même 150, ouais, ça fait bien plus que 150 ans. Les premiers engrenages, ils datent de moins 50 avant Jésus-Christ. Et c'était une machine qui s'appelait Anciter des Grecs qui permettait de calculer des considérations astronomiques. Bon, depuis ce temps-là, on a avancé. Maintenant, toute toute la manière dont on calcule ces engrenages, elle découle de l'engrainement d'une développante de cercle, comme je vous ai montré dans la présentation. Et donc, tout ce qui sort de de ce type de contact développante sur développante, non, ça ne s'applique pas. Maintenant, push-pull, là, ce dont vous me parlez, je ne vois pas. Je vois pas exactement ce que c'est, mais a priori, je pense que c'est pas les mêmes mécanismes physiques qui s'appliquent. Merci monsieur. Nous allons prendre sûrement une dernière question. Y a-t-il un nombre minimum de dents sur le pignon à respecter? Bah, oui, oui et non. Euh, pour avoir une bonne conduite et pour éviter d'avoir des phénomènes d'interférence de taillage ou d'interférence d'engrainement, les règles, les règles de bonne conduite veulent qu'on ait à peu près 15 dents, 14-15 dents minimum au pignon. Maintenant, il est assez fréquent de voir des pignons avec 10, enfin 10 quand même, j'exagère un peu, 12 dents, ça se voit. Et puis après, il y a des applications où on a beaucoup moins de dents, des pignons à 6 dents, dans le secteur pétrolier par exemple, c'est des choses qu'on peut voir, mais alors c'est des applications très particulières. Ce qu'il faut retenir comme règle, si vous devez retenir qu'une règle, ouais, en dessous de 15 dents, ça commence à être pas beaucoup. Et tout ça, c'est pour la conduite, hein. C'est pour donc la conduite, je le rappelle, hein, c'est ce que j'ai à l'écran là, c'est le nombre de dents qui vont être en contact en instantané. Donc plus vous avez de dents sur le pignon, plus vous allez avoir de nombre de dents en contact en instantané, mieux vous allez vous porter. Merci monsieur Maisonneuve pour ces réponses. Il est temps de conclure. C'est la fin de votre webinaire Géométrie des engrenages cylindriques. Merci beaucoup à notre intervenant, monsieur Bruno Maisonneuve. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous retrouverez le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.